Alors, Euroméditerranée, ça veut dire deux choses. C'est le nom d'une opération de renouvellement urbain qui est la plus grande d'Europe. Ça fait à peu près 500 hectares. On est au centre-ville de Marseille. Et c'est une opération qui a un statut d'opération d'intérêt national que l'État a décidé en collaboration avec les collectivités locales, donc la ville de Marseille, la région, la métropole, le département, qui font partie de notre conseil d'administration. Et c'est une opération qui a pour but à l'origine de pousser justement le développement économique de la ville de Marseille et de la métropole et de promouvoir la création d'emplois. C'est le nom de l'opération d'intérêt national, donc ce périmètre de 480 hectares exactement. Et c'est aussi le nom de l'établissement public d'aménagement dont je fais partie. Donc l'établissement public d'aménagement, il pilote cette opération de rénovation urbaine avec à la fois toute la partie programmation. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Où est-ce qu'on va le mettre? Pourquoi on va le mettre? Et pourquoi faire? Et est-ce que dans le long terme, c'est une bonne idée? Est-ce qu'on va développer la filière du numérique? Est-ce qu'on va développer la filière des industries culturelles et créatives? Je vous donne là deux grandes filières qu'on développe maintenant sur cette deuxième frange. Donc il y a eu deux franges. La première frange euroméditerranéenne est quasiment terminée. On a construit un parc de 750 000 m² de bureaux. C'est pas toujours connu, donc il faut encore en parler. Aujourd'hui, on est à peu près à 9 000 logements neufs de créés et on a réhabilité à peu près l'équivalent. Et on va aller jusqu'à 1 million de m² de bureaux, 18 000 logements neufs, 270 000 m² de commerce, si je ne me trompe pas, et 200 000 m² d'espace vert. En fait, le vrai défi récurrent sur ce périmètre, ça a été de répondre à l'ensemble des besoins. Parce qu'en fait, on a besoin de tout à Marseille. Dès le début de l'opération en 95, mais encore aujourd'hui. On a besoin de logements, on a besoin de bureaux, on a besoin d'activités, de locaux d'activités, on a besoin de commerce. On a aussi besoin de beaucoup d'équipements publics et voilà, et donc de la culture aussi. Ce défi, en fait, ça s'est transformé en force aujourd'hui, en véritable opportunité en termes d'attractivité, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Et on correspond, toute cette zone qui est au cœur de Marseille, correspond parfaitement aux attentes actuelles des entreprises, des salariés et des investisseurs, puisque la mixité d'usage, on a un quartier, on ne peut pas dire un quartier, parce qu'on n'est pas un quartier de Marseille, on a un secteur de Marseille qui est complètement mixte. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Et cette mixité fonctionne. Et cette mixité fonctionne extrêmement bien. Donc, sur toute la première frange, on n'a plus besoin de démontrer ça. Ça a été un autre vrai défi. Comme c'était une zone totalement abandonnée où personne ne voulait aller, je dirais presque même limite un coupe-gorge. Le premier défi, qui n'est pas récurrent lui, mais auquel on a été confronté, c'était d'arriver à faire en sorte que les gens se projettent. Alors, les investisseurs, les utilisateurs, les habitants, tous les fondamentaux étaient là pour en faire un super quartier. On a réussi, c'est plein. On est aujourd'hui à 2,5% de taux de vacances des bureaux sur 750 000 m² créés, ce qui est en fait très problématique, parce qu'on ne peut pas accueillir les entreprises. On a une vraie pénurie. Le premier défi, c'est notre pénurie d'offres et le fait de convaincre, on en a parlé tout à l'heure à la conférence avec les investisseurs qui vraiment se concentraient sur les problématiques parisiennes, QCA, etc., de convaincre les investisseurs qu'il y a très peu de risques et qu'il y a tout intérêt à venir construire du bureau, parce que si on ne construit pas de bureau, je ne peux plus accueillir des nouvelles entreprises et je ne peux plus créer des nouveaux bâtiments. Donc ça, c'est vraiment le défi de la généralisation, du biais de généralisation qui dit ça se passe comme ça à Paris ou aux États-Unis, donc c'est partout pareil. Non, c'est pas du tout partout pareil, il faut vraiment ouvrir un peu et puis aller voir des situations très particulières. Le deuxième défi, c'est le défi de maintien des exigences en termes de critères d'ESG. Alors, on a, comme beaucoup de territoires, en fait, une charte. Alors, une charte qu'on adapte. Donc, cette charte existe. On l'a déclinée de façon très pratique avec des référentiels qui vont alimenter notre démarche qualité de production des bâtiments, à la fois en tertiaire, en logement et autres, on va dire. Et ces référentiels sont déclinés eux-mêmes en 3 types d'indicateurs. Les indicateurs de base, qui sont coercitifs. Il faut X% de biosourcés, il faut des logements traversants, il faut des épaisseurs qui soient pas plus de temps ou pas moins de temps. Enfin voilà, on est coercitif sur certains indicateurs de base qui sont pas très ambitieux, et ensuite on a les indicateurs ambitieux et très ambitieux. Donc le défi auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on nous demande de revoir les exigences à la baisse compte tenu de, effectivement, les difficultés que peuvent être confrontés les promoteurs aujourd'hui.
Ce qui est très frustrant pour un établissement public, comme pour tout le monde normalement, c'est qu'on va construire là des bâtiments qui, on l'espère, seront encore là dans 50 ans. Et ça fait 1 an qu'on est en crise, qu'on est encore dans l'incertitude, et revoir ces exigences à la baisse, bah, c'est dommage. Voilà. On pousse l'innovation dans la construction des bâtiments. Donc, on a deux leviers très importants. On a un permis d'innover. Un permis d'innover, il y a très peu de secteurs en France qui ont ce permis d'innover. Ça veut dire qu'on peut venir tester chez nous des solutions qui ne sont pas encore vraiment passées dans les mœurs et homologuées. Je vous donne un exemple aujourd'hui qui fonctionne très bien et quasiment la totalité de nos nouveaux bâtiments et même les anciens sont reliés à la boucle de géothermie marine. Donc la boucle à eau de mer qui va refroidir et réchauffer l'eau à température constante à une certaine profondeur en mer. On dépollue, on va créer un parc de 24 hectares. En fait, on est des promoteurs et on facilite les expérimentations. Et le deuxième levier, du coup, c'est qu'on a un laboratoire collectif d'innovation urbaine avec tous nos partenaires, donc la ville, la métropole, le département, pour tester des solutions. On travaille beaucoup, on fait les salons évidemment, comme beaucoup de monde, donc on est présent au CIMI, on est présent au MIPIM, on est présent à Expo-Réal à Munich assez régulièrement, donc on va les chercher, il y a un intérêt, alors bien évidemment depuis quelques temps, c'est comme partout, ça s'est arrêté d'un coup, et la vraie difficulté pour nous c'est qu'on a une opération qui doit se dérouler, on a un planning, etc., et que beaucoup de choses sont arrêtées aujourd'hui ou remises en question, parce que dans l'air du temps, on n'arrive plus à vendre des logements de façon individuelle, on n'arrive plus ailleurs à faire du bureau. Donc, on veut tous faire du logement social parce qu'on le vend en bloc. Il faut qu'on résiste à ça. Et j'ai perdu le fil de la question. Mais ça, c'est normal. Les investisseurs étrangers. Oui, les investisseurs étrangers, on en a eu beaucoup. Voilà, Canam a été un investisseur chez nous, Principal Real Estate est un investisseur chez nous. On a eu JP Morgan pendant très longtemps qui était propriétaire des docks, qui est un bâtiment très très grand. Donc oui, évidemment, puisque la façon dont on a construit la ville et notamment le déploiement des bureaux de façon très raisonnée et raisonnable, on va dire, fait qu'on n'a jamais stressé le marché. Et donc le taux de vacances faible, il est constant, mais on a besoin, nous, on a un trend où il faut qu'on construise à peu près 25 000 mètres carrés de bureaux par an jusqu'en 2035. Si on arrête ce trend, on va stresser à l'inverse, parce que on fait plus de demandes placées, on attire plus d'entreprises. Puis après, quand on va se remettre à construire d'un coup parce que ça ira mieux, hop, on va arriver, on va construire 100 000. Ça marche pas comme ça. Donc nous, on l'a toujours fait de façon très raisonnable. Et forcément, ça rassure les investisseurs, parce que le risque est quand même moins important. Et en plus, on a quand même de la demande qui n'est pas de la demande importante, j'allais dire, en termes de surface, et on n'a pas des mono-occupants. Donc forcément, le fait d'avoir des multi-occupants, c'est plus compliqué à gérer, mais c'est moins risqué, parce que quand quelqu'un s'en va, on n'a pas tout le bâtiment qui se libère.